verrez, les discours admirables vont revenir tout à l'heure. Certains n'ont pas pu être là. J'ai charge de vous transmettre, parce qu'il avait une obligation à l'étranger, les excuses, la solidarité, la présence de l'historien Benjamin Stora, qui, comme vous le savez, préside le musée Cité de l'immigration, qui est au cœur justement de ces liens et de ces causes communes. Il est en pensée avec nous, mais il est, hélas, dans un avion. Ils ont dit non, ou plutôt, elle a dit non, et elle s'apprête à redire non. Elle tient aussi un blog sur Mediapart, où elle a récemment répondu à cette injonction qui illustrait ce que un philosophe a appelé le cœur de la pensée de droite, de la pensée conservatrice. Se confronter au réel, la réalité. La réalité, pour des progressistes, c'est ce que l'on doit faire bouger, c'est ce que l'on doit faire évoluer. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas quelque chose d'immobile, ce n'est pas quelque chose qui vous tombe dessus comme un poids. Toutes les pensées conservatrices, et elles peuvent avoir des visages, y compris dans des régimes qui ont été ou qui sont antidémocratiques, se réclamant en apparence d'étiquettes de gauche, toutes les pensées conservatrices se réclament de cette immobilité, de cette fatalité, de cette obligation du réel. Dans son dernier billet de blog du 1er février sur Mediapart, elle disait « Mais se confronter à la réalité, d'accord, et le chômage, et la précarité, et nos conditions sociales. Car n'oublions pas que tout ce débat dans lequel on nous englue, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on desserre l'étau, est aussi un débat de diversion, pour faire oublier les promesses, pour faire oublier les engagements. Je ne me représenterai pas si la courbe, pour faire oublier ce qui est au cœur de ce qui fait tenir une société. Comment on vit, comment on habite, comment on travaille, le droit au logement, le droit à la dignité, le droit au travail. Oui, elle a dit non et elle redira non. Elle est députée du Doubs. Je passe la parole à Barbara Romagnan. Bonsoir, merci à Mediapart, à la ville de Grenoble et puis à tous ceux qui permettent que ce moment soit possible. Sergio Coronado tout à l'heure a dit que nous n'avions pas hésité le 19 novembre, même si on n'était que 6 à voter non. Moi, j'ai beaucoup hésité, je n'étais pas du tout sûre de moi. D'autant plus que dans ces moments de doute, je tape sur Internet Ligue des droits de l'homme, Syndicat de la magistrature, Amnesty International, Syndicat des avocats de France, et qu'à ce moment-là, on comprenait qu'ils avaient quelques réserves, mais ils exprimaient surtout leur solidarité avec les victimes et pas de position sur le texte que nous allions être amenés à voter. Donc moi, j'ai beaucoup hésité. Je n'hésiterai vraisemblablement pas mercredi, et je vais vous dire pourquoi. Alors moi, ce qui avait motivé mon vote le 19 novembre, évidemment, persiste. Et en plus, nous avons aujourd'hui l'expérience concrète de ce que c'est que l'état d'urgence. Ce qu'on craignait le 19 novembre, c'est largement confirmé. À titre personnel, ça ne veut pas dire que je l'avais prévu, et je dois dire que ça dépasse toutes mes inquiétudes. L'état d'urgence est à la fois, je le crois, sans utilité pour lutter contre le terrorisme, ça a déjà été largement dit, mais aussi très dangereux à la fois pour nos libertés et pour notre cohésion sociale. Sans utilité dans la lutte contre le terrorisme, on l'a déjà dit aussi, parce que l'arsenal législatif existant, dérogeant déjà largement au droit commun, permet et donne les moyens à la police et aux services de renseignement de mener leur action. Dangereux pour les libertés publiques, ça a été déjà largement dit, je ne développerai pas. Mais si on pouvait entendre que pendant un certain temps, on limite les occasions, on limite les rassemblements qui pouvaient être des lieux ou des cibles privilégiées d'éventuels terroristes, ce qu'on a constaté, c'est qu'on a surtout interdit des manifs des manifs pour la COP 21 et qu'en revanche, on a maintenu tous les marchés de Noël. Et on peut sans doute le regretter, mais il y a aujourd'hui plus de participants au marché de Noël qu'aux manifs pour la COP 21. C'est évidemment dangereux pour notre cohésion nationale et notre cohésion sociale, parce que si en principe l'état d'urgence concerne tout le monde sur tout le territoire, encore une fois ça a été largement développé pendant la table ronde précédente, elle concerne surtout, si ce n'est exclusivement, les populations d'origine étrangère, musulmanes ou supposées-elles, et qui vivent dans les quartiers populaires. Ce sont eux qui sont assignés à résidence, ce sont eux qui sont perquisitionnés. Et pour quel bilan ?
Parce qu'en effet, même si chacun peut entendre qu'on accepterait de restreindre un certain nombre de nos libertés, si finalement ça sert vraiment à nous protéger, d'ailleurs on n'arrive pas vraiment à connaître le chiffre précis, mais en tout cas sur la totalité, on compte au maximum une perquisition sur 1000 qui aurait donné lieu à une mise en examen par la section antiterroriste. Quant au reste, sur 7 perquisitions, il y en a 6 qui sont sans objet et une qui a permis de relever des infractions, mais qui n'ont aucun rapport avec le terrorisme. Il faut qu'on prenne garde à ne pas nourrir un sentiment d'injustice qui existe déjà largement, essentiellement dans nos banlieues, qui est déjà éprouvé et qui génère un ressentiment qui serait néfaste pour nous tous, pour toute notre société. Alors ce qui nous est demandé, ce qui nous sera demandé à nous parlementaires mercredi 10, c'est de voter un texte qui, dans son article 1, constitutionnalise l'état d'urgence et dans son article 2, introduit la déchéance de nationalité dans la Constitution. Alors, je voulais rappeler quelques éléments de contexte. Le 19 novembre, on nous demandait dans l'urgence et en quelques heures, c'est vraiment dans l'urgence et en quelques heures, hein. Donc le lundi, on a le discours au Congrès. Le mercredi, dans l'après-midi, on a le texte sur lequel on va devoir se prononcer et on doit voter le jeudi matin sur ce texte qu'on vient tout juste d'avoir. On aurait très bien pu attendre au moins 4 jours. Ça n'aurait peut-être pas changé quoi que ce soit au vote, mais en tout cas, on aurait été dans des conditions qui étaient un petit peu différentes. Donc, on nous a demandé de voter la prolongation de l'état d'urgence, mais aussi d'apporter des modifications substantielles à la loi de 1955, dont il a déjà été fait mention tout à l'heure. Aujourd'hui, on nous demande de constitutionnaliser l'état d'urgence, alors même que nous sommes en état d'urgence, c'est-à-dire pas les meilleures conditions de sérénité dont on pourrait penser qu'elles sont souhaitables pour faire des modifications qui sont aussi importantes, avec en toile de fond le souhait de prolonger encore l'état d'urgence, comme le président l'a déjà annoncé, en plus des 12 jours et des 3 mois, et aussi ce nouveau projet de loi de lutte contre le terrorisme qui inquiète en de nombreux points à la fois les associations qui défendent les droits de l'homme et les autorités judiciaires. Au-delà de ce contexte, je suis évidemment opposée au fait de mettre dans la Constitution ce que j'ai désapprouvé dans une loi. Et même pour ceux qui y sont favorables, tous les juristes s'accordent à dire que ça n'est absolument pas utile. Alors pourquoi gâcher du temps à faire des choses inutiles quand il y a justement tellement de choses à faire ? Tellement de choses à faire dans des registres différents, mais par exemple pour la préservation de la planète, dont la dégradation n'est pas sans lien avec les désordres du monde, et aussi avec le développement du terrorisme, même si évidemment ces liens sont complexes. Tant à faire pour un autre partage du travail et des richesses, parce que la pauvreté et le chômage minent notre société et ne créent pas les meilleures conditions à la paix civile. Aussi, et j'arrêterai pour les exemples, pour un accueil digne des réfugiés, qui pour la plupart d'entre eux fuient leur pays parce qu'ils subissent quotidiennement ce que nous avons vécu en novembre. Et je trouve qu'on a l'impression qu'il est vraiment loin le moment où on était tous émus par les photos d'Ilan qui est mort sur cette plage. Mais aujourd'hui, il y a toujours autant de morts en Syrie, dans les pays qui sont en guerre, dans la Méditerranée et la mer Égée. Il y a toujours autant d'enfants et même des bébés. Et pour autant, on n'en parle plus. Encore une fois, il faut bien rappeler que ce qu'ils fuient, eux, c'est ce que nous avons vécu au mois de novembre, qui est si terrible, mais ils le vivent, eux, tous les jours. Et pour non pas répondre, parce que c'est évidemment très difficile je n'aurai pas la prétention de répondre à M. Giraud qui est intervenu tout à l'heure, mais ne perdons pas de temps aussi à des choses inutiles qui sont inutiles à la lutte contre le terrorisme, alors que justement on a besoin de temps de réfléchir pour faire des propositions utiles pour nous protéger et pour lutter contre le terrorisme. On dévalorise notre démocratie et on dévalorise notre constitution à agir comme on le fait aujourd'hui. Et s'il y a des choses à changer dans la Constitution, il me semble que ce serait plutôt des choses comme l'article 16 qui donne tous les pouvoirs à un seul homme, au président de la République. En tout état de cause, ce n'est pas maintenant qu'il faut le faire, mais il faudrait attendre. J'en viens à l'article 2, puisque ce texte qui mobilise beaucoup de notre attention ne comporte que 2 articles. L'article 2, donc, c'est celui qui concerne la déchéance de nationalité. Je voulais d'abord dire que, quelles que soient ces écritures et ces réécritures, il était évidemment à rejeter, parce que même si la référence à la binationalité a été ôtée,
Même si ensuite la référence à l'apatridie, qui était une référence indirecte à la binationalité, a été enlevée aussi, il n'en reste pas moins que soit la déchéance de nationalité concerne tous les Français, et dans ce cas-là, son application contrevient à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, soit elle ne concerne que les binationaux, et dans ce cas-là, elle introduit une rupture d'égalité entre les Français. En plus, comble de l'hypocrisie ou de l'irresponsabilité, on renvoie cette décision au juge, alors que c'est une décision évidemment éminemment politique. On dit souvent, et on l'a répété, que cette mesure ne servait à rien parce qu'évidemment, elle n'a aucun caractère dissuasif. C'est vrai. Pourtant, l'opportunité d'une mesure ne doit pas s'évaluer, je crois, exclusivement à l'aune de l'efficacité, si tant est qu'en plus on puisse la définir. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on néglige l'importance d'une réponse symbolique au choc que nous avons tous vécu. C'est pour ça, je crois, que l'indignité nationale, qui permet de déchoir des droits civils et civiques des individus, peut constituer une proposition adaptée, mais encore une fois, une proposition adaptée symbolique qui répond un peu au choc, mais évidemment qui ne nous protège en rien contre le terrorisme. Parce que si les symboles ne peuvent évidemment pas remplacer l'action publique, ils peuvent participer à lui donner du sens, et je crois qu'il faut y accorder de l'importance. Cette mesure, donc, ne sert à rien. Mais en plus, elle est totalement absurde. Sur les 15 derniers attentats ou auteurs d'attentats sur le territoire français, il y avait deux binationaux. Un belgo-marocain dans les attentats de novembre. Donc on voit bien en quoi la déchéance de nationalité ne les affecte pas, puisque c'est évidemment pour perdre la nationalité française. L'autre, c'était Mohamed Merah, que la France considérait comme binational, franco-algérien. Sauf que pas de chance, les Algériens n'ont pas accepté de faire notre poubelle et n'ont pas reconnu Mohamed Merah. Donc, même si, à l'avenir, les auteurs d'attentats étaient binationaux, on ne pourrait pas les expulser dans des pays qui pratiquent la peine de mort ou bien dans lesquels ils pourraient subir des traitements dégradants. Et puis, les autres pays ne sont pas tenus d'accepter les terroristes qu'on prétend leur envoyer. Et je pense que c'est vraiment très grave parce que ça en dit long sur le rapport qu'on a aux autres peuples et aux autres pays, comme si, en fait, il y avait des... Oui, allez-y. Comme s'il y avait des nationalités dont la dignité et le respect ne supportaient pas le terrorisme, mais qu'en revanche, il y en avait d'autres pour lesquels c'était un petit peu plus tolérable. Je ne vois pas pourquoi d'autres pays seraient entachés de cette indignité plus que le nôtre. Parce que les terroristes dont nous parlons sont français, parce qu'ils sont nés et ils ont grandi en France. Je crois surtout que le terrorisme n'a pas de nationalité, qu'il s'agisse des auteurs ou des victimes. Je pense que c'était aussi une proposition totalement irresponsable parce qu'avec cette proposition, on jette la suspicion et on crée la division. Alors que, donc, on devrait avoir de la prévention vis-à-vis de tous nos concitoyens qui ne seraient pas exclusivement français. Or, beaucoup de nos concitoyens ne font pas le choix de leur binationalité, ça a été répété aussi. Ils sont nés, ils ont grandi en France, parfois ils ne se sont même jamais rendus dans le pays où sont nés leurs parents ou l'un de leurs parents. Mais ils héritent de cette nationalité. Parce que l'attribution de la nationalité, même si Sergio toujours tout à l'heure a dit que lui, il l'avait demandé et revendiqué, l'attribution de la nationalité, c'est le choix des États. Ils sont souverains en la matière, ce ne sont pas les individus qui le choisissent. Et surtout, parce que ça c'est une façon négative de présenter les choses, les pauvres gens qui auraient la double nationalité ne l'auraient pas choisi, mais surtout, de plus en plus d'enfants sont binationaux, parce qu'il y a de plus en plus de couples binationaux. C'est le signe que les gens voyagent, que les gens migrent, que les gens se mélangent. C'est le cours de l'histoire. Je crois que c'est une bonne nouvelle et une richesse dont nous devrions plutôt être heureux plutôt que de le sanctionner. Enfin, en introduisant cette inégalité entre les Français, on établit une hiérarchie. Et à partir du moment où on commence à accepter une hiérarchisation, on est disponible pour en tolérer d'autres et on ne peut pas savoir jusqu'où cela va nous emmener. Plus globalement, alors qu'on a sans cesse à la bouche l'unité nationale, concrètement, on catégorise les Français selon qu'ils bénéficient ou non d'une autre nationalité. On proclame notre attachement à nos valeurs, mais on limite durablement nos libertés et les garanties de l'état de droit pour lui préférer un état d'exception. On dit fièrement qu'on ne veut pas changer notre mode de vie sous la menace, mais enfin, on s'apprête juste à changer notre loi fondamentale, la Constitution. Et on prétend exporter nos valeurs universelles de par le monde, mais la seule chose que là on propose d'exporter, ce sont nos enfants criminels. Pourtant, on peut faire autrement.
et on doit en parler. Voter contre ce projet est évidemment nécessaire, mais ça ne peut pas nous exonérer de réfléchir à des propositions alternatives. Je me retrouve pleinement dans ce que disait le père de Mathieu Giroux tout à l'heure. Je crois que d'abord, il faut prendre acte du fait que cette menace est mondiale et durable. Donc il nous faudra tenir. Il nous faudra tenir ensemble face à des gens qui veulent nous diviser. C'est pour ça que plus que jamais, tout ce qui favorise la cohésion nationale, tout ce qui permet de prendre soin de la communauté que nous formons ensemble, est particulièrement à la fois essentiel et urgent. Pourquoi ne pas œuvrer contre les discriminations, mettre enfin en place les récépissés pour en finir avec le contrôle au faciès, octroyer enfin le droit de vote aux étrangers, comme le candidat Hollande s'y était engagé? Je crois que c'est des mesures vraiment importantes qui sont propres à nous rassembler et que nous devrions adopter rapidement. Je crois aussi, il me semble qu'on en parle peu, qu'il faut que nous veillions à prendre soin des personnes qui composent notre communauté avec lesquelles nous partageons ce destin. Les victimes des attentats, évidemment, leurs familles et leurs proches d'abord. Est-ce qu'on n'a pas des choses à revoir? On n'a jamais été préparé à ces événements-là. Sans doute que dans l'accompagnement, dans l'assistance et dans l'aide aux victimes, aux familles et à leurs proches, il y a des choses à revoir. Très malheureusement, tout ça risque de se reproduire. Donc, faisons ce qu'il faut aujourd'hui pour que, au moins, si ça se reproduit, les gens soient accompagnés, pris en charge, écoutés le mieux possible. Pensons aussi aux victimes collatérales. On a parlé de plein de situations, de gens qui perdaient leur emploi, etc. Je pense aussi aux habitants de l'immeuble de Saint-Denis, où étaient cachés les terroristes, qui ont été obligés de partir dans l'urgence, sans rien du tout, et dont, je crois, aujourd'hui, près de la moitié encore d'entre eux, peut-être plus, peut-être moins, pardon de mon imprécision, mais n'ont toujours pas été relogés. Et puis, pensons aussi aux victimes de l'état d'urgence, ceux dont les logements ont été perquisitionnés, les portes défoncées, dans la violence, alors que l'immense majorité d'entre eux n'a rien à se reprocher, ceux qui ont vécu la peur de leurs enfants, l'humiliation et maintenant le soupçon de leurs voisins. Sur le plus long terme, il nous faut travailler sur les causes profondes, comprendre, réfléchir, ce qui évidemment demande du temps, de l'écoute, un peu de sérénité. Je crois, et je ne ferai que lancer quelques pistes, qu'il faut interroger notre politique extérieure, nos engagements dans des conflits. Ça ne veut pas dire que la France ne doit jamais intervenir, mais force est de constater que nos participations à des conflits armés ne se soldent pas toujours par l'établissement de la démocratie. Sur le plan intérieur, d'autres l'ont évoqué tout à l'heure aussi, les acteurs du renseignement, les spécialistes de ces sujets-là disent depuis assez longtemps, et encore plus depuis les attentats, qu'on a un problème de coordination, que les services de renseignement ont été très déstabilisés depuis la réforme de 2008. Il y a des progrès depuis, il y a quelques progrès depuis que la gauche est au pouvoir, pas énormément, mais en la matière, quelques progrès. Mais en tout cas, ça a créé des dommages considérables parce qu'on a de moins en moins d'agents de terrain, d'agents qui connaissent les gens et le terrain, et c'est évidemment des informations qui nous manquent. Une meilleure coordination, une coordination au niveau européen aussi, mais qui est difficile parce que ça implique de se dessaisir d'une compétence nationale au profit d'une coordination européenne plus importante. Enfin, et surtout, Edoui en a parlé, je pense que si on veut se préserver autant que faire se peut des prochains attentats, il faut qu'on s'interroge sur nous-mêmes et sur notre société. Parce que ces hommes, cette femme aussi, souvent jeunes, ne viennent pas de Syrie, de Palestine ou d'Irak. Ils ne sont pas des réfugiés non plus. Ils sont nés en France, ils ont été élevés en France. La promesse républicaine dont ont pu bénéficier d'autres générations d'immigrés, sans diminuer les difficultés auxquelles ils ont pu être confrontés, n'est guère tenue à leur égard. La contradiction entre l'ambition qu'on affiche souvent fièrement et assez virilement dans notre devise liberté, égalité, fraternité, et sa traduction dans la réalité vécue par nombre de ces jeunes, offre un terreau favorable aux recruteurs sans scrupules qui savent repérer les esprits fragiles et manipulables pour les embrigader dans ce suicide d'eux-mêmes et de la société dans laquelle ils vivent. C'est pour ça que la réponse ne peut pas être que sécuritaire. Les causes de ces attentats sont nombreuses, complexes. Certaines n'ont rien à voir avec la politique intérieure et extérieure conduite en France, par la France. Mais il nous faut quand même agir sur ce qui dépend de nous, pour le travail, le partage du travail, des richesses, pour l'accès à un logement, pour limiter la ségrégation spatiale, pour une éducation qui permette l'émancipation pour tous, parce que les conditions dans lesquelles vivent nos concitoyens peuvent les rendre plus ou moins fragiles et susceptibles de répondre aux sirènes de Daesh. La lutte contre les injustices sociales, en France et dans le monde, ne suffira évidemment pas à nous préserver absolument des attentats,
Mais à mon sens, elle constitue l'investissement le plus sûr pour notre sécurité. Elle est dans tous les cas indispensable à la qualité de notre vie commune. Vous venez d'avoir une illustration de ce que pourrait permettre une république vraiment parlementaire, vraiment délibérative,